Bonjour à tous. Oula, c'est toujours un peu près, je pense. On va trouver le bon réglage. C'est mieux là? Non, ça va pas être assez. C'est bon? Vous m'entendez bien? Super. Bon, je suis juste avant le déjeuner, hein, vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. On va pas déborder hein, pour être sûr d'être les premiers servis dans cette salle. Donc merci à tous d'être venus pour ce talk. Donc je ne sais pas si combien d'entre vous ont été au talk précédent dans cette salle? Super. Du coup, je peux faire un peu relier les choses, on va dire. Ce que vous avez vu dans le talk précédent, c'était du coup Red Hat qui montrait une solution de bout en bout qui s'appuie sur eBPF pour faire de l'observabilité Kubernetes. Là, ce qu'on va faire, c'est pas vous montrer une autre solution, mais au contraire vous montrer les couches plus bas niveau. C'est-à-dire comment vous obtenez ces informations-là, à quoi ressemble le programme eBPF qui me permet d'avoir les informations nécessaires pour créer le genre de graphe que vous avez vu juste avant. Donc c'est assez complémentaire et du coup, en même temps, vous verrez, je mettrai en avant un des projets open source qu'on a chez nous qui permet du coup aux gens d'expérimenter eBPF eux-mêmes, sachant que faut pas se leurrer, hein, on s'attend pas à ce que tout le monde se mette à écrire des modules eBPF. Ça reste relativement compliqué avec du C et ainsi de suite. Et je pense pas que toutes les sociétés seraient très contentes de loader dans le kernel plein de code qui serait créé par plein d'autres personnes sans avoir de vérification, etc. Donc le use case principal de BPF reste quand même des sociétés qui créent du logiciel et qui utilisent le BPF pour créer des solutions comme vous l'avez vu juste avant. Donc je m'appelle Denis Jeannot, je m'occupe de la partie technique pour l'Europe chez Solo.io. Si vous ne connaissez pas Solo.io, on est une société américaine avec des gens qui sont un peu partout dans le monde. On a une plateforme qui s'appelle Glue Platform qui s'appuie sur de nombreuses technologies open source, essentiellement Envoy, Istio, eBPF et autres. Et on est très connu aussi pour être un des contributeurs majeurs d'Istio et avoir pas mal de gens au comité. Et aussi, on fait beaucoup d'éducation, beaucoup de workshops sur ces technologies-là. Donc on fait des workshops sur nos produits, mais on fait aussi beaucoup de workshops sur toutes ces différentes solutions open source. Je pourrais vous montrer, hein, d'ailleurs je crois que j'ai un lien vers la fin, mais on a un site qui s'appelle academy.solo.io. Vous pouvez, si vous voulez former sur eBPF, vous allez voir ce que je vais utiliser pour la démo. En fait, on a un workshop où vous pourrez le faire vous-même, si vous voulez, après la session. Mais vous pouvez aussi faire des workshops sur Envoy, sur Istio et autres. C'est des workshops complètement gratuits. Donc, j'ai un QR code juste à la fin, si vous voulez, avec le téléphone. Vous aurez directement le lien, ce sera encore plus simple. Donc du coup vous avez eu tout à l'heure un petit overview de ce qu'était eBPF et certains d'entre vous n'étaient pas à la session, donc de toute façon c'est toujours un bon rappel. Donc on entend parler de BPF, eBPF déjà, donc c'est deux termes qui sont un peu liés, hein, c'est-à-dire que ça a commencé avec BPF que l'on appelle maintenant, des fois vous verrez le terme CBPF, CBPF, Classic BPF et maintenant en fait l'évolution de ça c'est eBPF. Et du coup, un des cas d'usage de cette première génération de BPF, c'était TCP dump. Quand vous faisiez TCP dump, ça utilisait BPF. Et l'idée de eBPF, du coup, c'est de pouvoir loader dans le noyau Linux, et pas que d'ailleurs, maintenant il y a des projets aussi Windows, mais principalement Linux, une logique. Pouvoir loader son propre code directement sans avoir à recompiler le noyau, juste pouvoir le charger à la demande avec de la sécurité, donc des vérifications qui sont faites avant que ce soit accepté par le kernel et sans avoir d'impact sur les performances. Bien sûr, pour ne pas avoir d'impact sur les performances, il y a aussi des limitations et on en parlera un peu après. Les cas d'usage, vous avez vu juste avant un cas d'usage d'observabilité, mais en réalité, à partir du moment où je peux injecter du code dans le noyau, je peux faire beaucoup de choses. Et en fait, quand on charge ce programme, on lui dit de réagir à des événements. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas charger un programme et le programme va avoir une boucle et faire des choses. Non, il va réagir à des événements. L'événement peut être une connexion TCP commence ou une ouverture de fichier commence. Ouais, tout ce genre de choses. Il y a des fonctions dans le kernel qui correspondent à toutes ces différentes fonctions. Et en fait, on va attacher son programme à cette fonction pour dire quand quelqu'un ouvre un fichier, je veux faire ça. Quand quelqu'un crée une connexion
réseau, je veux faire ça, et ainsi de suite. Donc du coup, forcément, ça a ces use cases d'observabilité, puisque du coup, je peux récupérer des informations. Quelqu'un ouvre un fichier, donc je peux faire de l'observabilité sur ça, ou quelqu'un crée une connexion réseau, je peux avoir de l'observabilité. Je peux faire de la sécurité, parce que je peux dire, ah, quelqu'un ouvre une connexion, je la ferme directement. Donc forcément, c'est de la sécurité, je vais interdire cette communication. Je peux faire du networking, c'est-à-dire je peux faire, quelqu'un ouvre une connexion pour aller je sais pas, de telle interface vers telle interface, bah, je vais prendre le paquet, en fait, non, je vais le mettre ailleurs. En fait, je vais pas l'envoyer à l'interface d'origine, je vais l'envoyer sur une autre interface. En bypassant complètement toute la couche TCP et ainsi de suite. Donc on peut faire beaucoup de choses comme ça. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a toujours cette notion du code qu'on va charger dans le noyau, qui va être très restreint. Il y a même une taille maximum, ça doit être vraiment quelque chose de très concis. Et une partie qu'on va être dans le user space, donc ça c'est là où je vais pouvoir avoir plus de flexibilité en termes de la logique que je veux implémenter. Et en fait, c'est ce programme dans le user space que vous voyez à gauche qui contient lui-même le programme que je vais charger dans le noyau. C'est lui qui va être responsable de ce chargement. Ensuite, le noyau va aller vérifier ce code, et s'il est accepté, ensuite le programme qu'il a lancé à gauche va être capable d'interagir avec le programme dans le noyau. Il va pouvoir interagir de façon bidirectionnelle. Il va pouvoir dire changer ce que le noyau fait. Par exemple, lui dire maintenant je veux que tu écoutes telle interface. Maintenant je veux que tu changes, que tu écoutes une nouvelle interface, par exemple. Lui passer ce genre d'informations. Et de l'autre côté, le noyau, par exemple, si on a dit je veux récupérer les informations correspondant aux connexions réseau sur cette interface, à chaque fois qu'il y a une connexion, que l'événement va avoir lieu, il va pouvoir mettre cette information dans une map, et le user programme va pouvoir lire cette map et récupérer ces informations. Et une fois que j'ai récupéré les informations au niveau du user programme, je peux faire quelque chose d'intelligent avec. Parce que de base, lui, à droite, il va pas faire grand chose d'intelligent, il va juste dire voilà, c'est telle IP a voulu connecter sur telle IP dans telle interface. Voilà. Et le user space, lui, il peut dire bah, telle IP, ça correspond à tel nom de domaine, ou à tel pod, ou à tel VM, ou à tel... Lui, il va enrichir ça avec des métadatas et ainsi de suite. Donc pour pouvoir créer son propre programme BPF, à la base, l'outil qui était le plus simple, c'était un outil qui s'appelle BCC. Il était assez simple dans le sens où la partie user, le code de l'utilisateur, donc là où je vais pouvoir manipuler, faire de la corrélation, etc., on l'écrivait en Python. Donc là, c'est un langage qui est assez accessible. Beaucoup de gens peuvent utiliser une librairie Python pour aller interroger, je sais pas moi, l'API serveur de Kubernetes et faire de la corrélation avec l'IP que j'ai récupéré de mon kernel, par exemple. Et ce qui était assez étonnant, quand vous voyez, si vous regardez, je pourrais vous montrer je peux vous le montrer sur un exemple ici. Si on va dans le repo BCC, si je prends un exemple, vous allez voir, c'est assez marrant. Je prends n'importe quoi, je sais pas. Vous voyez que là c'est un programme en Python, et là au milieu j'ai une chaîne de caractères sur plusieurs lignes qui est en fait mon programme en C. On mettait vraiment le programme en C comme une chaîne de caractères à l'intérieur du programme en Python, et après on disait bah voilà, charge ce programme en C dans le kernel, et ensuite on a implémenté la logique ici qui interagissait avec ce programme. Donc ça paraît pas mal. C'était pas mal pour jouer un peu et implémenter sa logique facilement. Mais il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est qu'en fait, cette compilation est faite au moment où j'exécute mon code Python. Et en fait, ça impacte la performance du système sur lequel on va le faire. Donc si vous avez un système en production et que vous voulez lancer ce BCC, ben en fait, ça va impacter potentiellement la performance de ce serveur. Et le deuxième, qui est peut-être encore plus problématique, c'est qu'en fait, il faut avoir les kernel headers déployés sur ce système en production, ce qui est quand même pas normalement quelque chose de très recommandé si vous connaissez bien Linux. Donc du coup, c'était deux choses qui faisaient qu'on pouvait s'amuser avec ce genre de framework, mais pas forcément l'utiliser en production. Du coup, vous pouvez trouver dans le même repo, vous voyez, si vous êtes dans le repo BCC, qui est ici, vous allez trouver la
la génération suivante qui s'appelle libbpftool, et elle est dans le même repo, c'est juste un répertoire. Et donc du coup, ça résout ces problèmes dans le sens où avec libbpf, on va être capable de compiler à l'avance le programme. Donc on va pas avoir, on va pouvoir le distribuer après coup, hein, donc ça veut dire que je vais pas avoir d'impact au moment où je vais le compiler, il est déjà compilé. Et il est compilé dans un format, c'est pour ça que ça s'appelle CORI, hein, comme vous voyez, compile once, runs everywhere, ça veut dire que je vais pouvoir le distribuer dans différents kernels, hein, pas besoin de le recompiler à chaque fois d'une façon différente. Et du coup, j'ai pas besoin non plus des headers pour le compiler, et ainsi de suite. Donc je résous tous ces problèmes-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que le programme user, dans ce cas, est un programme qui est aussi écrit en C. Alors vous verrez, hein, il y a des projets qui créent des abstractions en Go, par exemple, qui vont après convertir en C, qui va ensuite utiliser... vous avez des choses comme ça, hein, mais c'est pas si évident que ça. Et si vous regardez du coup dans le répertoire libbpf, vous allez voir que, si je prends un exemple, et c'est ce qu'on va voir juste après, pour prendre quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire je veux savoir les IP sources et destination de mes communications qui ont lieu dans le kernel. Si j'ai ça dans un environnement Kubernetes, ça veut dire quoi? La source, c'est l'IP d'un pod, la destination, c'est l'IP d'un service, le cluster IP d'un service. Donc si je veux récupérer ces informations-là, je vais faire un programme en C que je vais charger dans mon kernel, qui va ressembler à ça. On ne va pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, il va aller chercher... là, c'est la version qui est un peu plus compliquée, parce qu'il supporte IPv6, mais si vous avez une version IPv4, ça va relativement simplifier la chose. Mais pour faire simple, ça va récupérer les informations. À chaque fois que ça va s'attacher à l'événement réseau ici, vous voyez le kprobe TCP v4 connect, dans le kernel, chaque fois qu'il y a une connexion qui a lieu, ça déclenche cet événement-là. Et dans cet événement, je vais récupérer l'IP source, l'IP destination, et je vais l'écrire dans ce qu'on appelle, vous voyez, les maps dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc je vais avoir une map qui va me donner ces informations avec la source et la destination. Donc ça c'est le programme kernel, okay, qui va faire ça dans le noyau. Pour la partie user space, du coup, là c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est que je vais devoir écrire toute ma logique en C. Donc là forcément, écrire toute la logique en C, de récupérer les informations, fournir différentes options d'affichage ou ainsi de suite. Bon, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas l'habitude d'écrire du C au petit déjeuner. Je vais me faire un petit programme qui va, même des choses relativement simples, peuvent vite être compliquées pour des gens de ma génération ou plus jeunes que moi. D'autres peut-être ont eu plus d'expérience là-dessus, mais je pense qu'on est maintenant tous dans... Il n'y a plus beaucoup de monde qui a l'habitude d'écrire des programmes en C, donc ça devient assez compliqué. Donc l'idée, ce qu'on a fait, nous, chez Solo, c'est qu'on s'est rendu compte quand même que sur eBPF, un des gros sujets, c'est l'observabilité. C'est vraiment un des cas d'usage naturel d'eBPF. Et quand on fait de l'observabilité, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'envoyer d'informations au kernel. Ce qu'on veut, c'est plus, enfin au programme kernel, ce qu'on veut, c'est plus récupérer les informations. Par exemple, dans le cas de TCP Connect, j'ai la source et target IP, je veux les récupérer à chaque fois ces informations-là. C'est plutôt unidirectionnel, quoi. Je vais pas changer, je veux toujours te récupérer ces informations-là. J'ai pas besoin de passer d'informations à mon programme. Et donc en fait, on a créé un projet open source qui vous lui donnez le code kernel dans le format libbpf. Vous faites une toute petite modification que je vais vous montrer, mais vraiment très simple. Et automatiquement, il va vous générer le programme user space, qui va permettre de récupérer toutes ces informations qui sont générées par le programme dans le kernel, qui va vous donner une petite interface terminale qui vous montre qui va afficher en temps réel, on va dire, toutes les informations, les connexions qui ont lieu, mais surtout qui va en plus exposer ça sous forme de métrique automatiquement, sous forme de métrique au format Prometheus. Donc ça veut dire que sans que je fasse quoi que ce soit, j'ai écrit mon code en kernel. Ce code crée une map avec source IP et destination IP. Automatiquement,
le projet va aller créer les métriques et exposer les métriques par rapport à toutes ces communications. Et tout ça avec une expérience utilisateur un peu proche de Docker. Vous connaissez Docker build, Docker run, Docker push, etc. Donc c'est la même idée de pouvoir dire je vais faire un build. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller automatiquement compiler mon code sans que j'ai besoin d'aucune dépendance locale. Donc j'ai pas besoin d'installer libbpf, j'ai besoin de rien du tout, toutes les dépendances sont internes. Je vais faire un push, ça va le stocker sous un format de OCI, si vous connaissez bien, vous êtes les Docker Registry, c'est le format OCI, c'est le format standard de ces images. Je vais pouvoir le pousser dans ce format-là dans un registry, comme ça je vais pouvoir le distribuer. Pouvoir ensuite faire un pull, je vais le récupérer de ce registry, et je vais pouvoir faire un run si je veux le faire tourner. Donc vraiment très simple, comme ce que vous avez dans une expérience Docker. Je vais vous montrer ça en live pour que vous voyez un peu ce que ça fait. Donc si vous faites ici, vous allez voir donc la commande en ligne de base. Je pourrais faire un init. Alors lui, il me ferait un squelette en fait d'un exemple d'un programme tout simple réseau ou d'un programme tout simple fichier par exemple. Je vais passer cette étape pour pas qu'on passe trop de temps. Et là dans mon cas, moi ce que je vais faire, c'est je vous ai montré le programme tout à l'heure qui était ce programme TCP Connect. C'est la même version, mais j'ai enlevé toute la partie V6, juste parce que pour que ce soit plus concis. Donc ça c'est vraiment la version libbpf de mon programme kernel. Et maintenant, je vais vous montrer la version Bumblebee. Donc, que je vais avoir besoin pour Bumblebee. Vous allez voir que vous n'allez pas avoir de différence comme ça à l'œil, ça ne va pas sauter. Sauf, vous voyez peut-être là le maps counter ici. Par défaut, c'était maps, le format. Ouais, ici, j'ai maintenant maps counter. Donc, juste en mettant .counter, c'est une convention de nommage qu'on a créée. Ça ne va pas changer la façon dont le programme va fonctionner dans le kernel, mais ça va nous permettre, nous, de savoir qu'on va devoir compiler la partie, on va devoir créer le code utilisateur en ayant des métriques de type counter. J'aurais pu faire gauche si j'aurais voulu avoir un type métrique gauche, par exemple. En fait, juste en faisant cette toute petite modification, je vais dire à Bumblebee comment je veux que les métriques soient générées. Et donc, si je fais, encore une fois, je peux vous faire un diff ici entre les deux commandes, et vous voyez, c'est la seule différence, c'est ici. Et du coup, si je copie ce fichier dans mon répertoire et que je fais un build, ici, on voit qu'en fait, il va compiler. Et en fait, en fond de tâche, si je regarde ici, on va voir ici, pour l'instant, j'ai un registry qui tourne, rien de plus. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'en fait, il télécharge une image Docker qui a tous les prérequis. Donc du coup, j'ai pas besoin de libbpf, j'ai pas besoin de prérequis sur ma machine. J'ai rien à faire, et en fait, il va télécharger une image Docker. Et vous voyez, là, il est déjà terminé, puisqu'il a déjà fait le build. Mais du coup, il a téléchargé l'image qui s'appelle builder, qui lui permet d'avoir tous les prérequis. Donc là, j'ai mon image, et je vais pouvoir la pousser dans un registry Docker. Donc là, je vous ai dit, sur cette machine-là, j'ai un registry qui tourne. Et du coup, je le pousse ici. Et si je fais un run, il va me charger ce petit qu'on appelle TUI, Terminal UI, et il va me montrer, voilà, il y a les communications entre loopback ou alors entre des différentes IP. Et comme je vous l'ai indiqué, ce qui est intéressant, c'est que automatiquement, je vais avoir un endpoint sur le port 90-91 qui va m'afficher tout ça sous forme de matrix Prometheus. Et donc on voit ici, si vous regardez cette partie-là, les mêmes informations avec les IP sources et destinations, etc. avec le compteur qui est incrémenté. Ok? Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, on va voir comment je pourrais partir de là pour faire de l'observabilité de Kubernetes. Comme je vous l'ai dit, j'ai une source et une destination. Maintenant, je peux corréler toutes ces informations-là et voir un peu ce que ça peut donner. Donc je vais vous faire une démo, je vais vous montrer l'environnement de démo rapidement. Juste un petit disclaimer aussi, parce que en fait, comme toute technologie qui est un peu à la mode,
On a tendance à penser au début qu'on peut tout faire, que ça va tout révolutionner. Je vous ai montré, ça fait des choses très intéressantes, mais ça fait des choses très bas niveau en fait. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré, c'est à niveau level 3, level 4 de la couche OSI. Vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez obtenir les IP, vous avez vu tout à l'heure dans la démo faire des network policy, par exemple en disant je veux bloquer à tel niveau, etc. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, c'est je veux bloquer les gates sur tel chemin, par exemple. Ou je veux faire un split de mon trafic quand c'est tel chemin, je ne peux pas faire du routage HTTP. Niveau monitoring, par exemple, vous verrez, il y a certains projets open source qui font un peu de monitoring avec HTTP avec eBPF, mais en fait c'est très limité parce que ça marche que avec HTTP 1, parce que vous pouvez regarder le début du header, décoder ça au niveau de votre programme user space et dire voilà c'est du get sur tel truc, mais en fait c'est pas viable parce que ça fonctionnera pas sur du 1.1 avec du multiplexing, ça fonctionnera pas avec du HTTP2, voilà. Donc en réalité, il faut vraiment voir eBPF comme une technologie qui est vraiment top pour tout ce qui est bas niveau, L3, L4, etc. Dès qu'on arrive à du L7, on a besoin de technologies comme Envoy ou autres pour pouvoir obtenir, que ce soit au niveau observabilité, au niveau sécurité, au niveau fonctionnalité, etc. Donc l'architecture de la démo qu'on va faire maintenant, c'est en fait on a créé un programme, déjà on l'a déjà poussé. Vous voyez, on l'a déjà poussé dans un registry, donc ce programme est tout simple, il fait juste l'IP source, l'IP destination. On va le faire tourner comme un daemon set sur un cluster Kubernetes qui a 3 nœuds. On va déployer Prometheus et on va dire à Prometheus qu'on va récupérer les métriques automatiquement, on va scraper les métriques de mon daemon set, puisque ce daemon set va avoir ce port 90-91 où tous les métriques vont arriver. Donc je vais avoir toutes les informations qui vont être consolidées dans un seul Prometheus. Ensuite, on va démarrer un petite interface graphique que j'ai créée toute simple, qui va aller lire les infos dans Prometheus et va corréler ça avec l'API serveur Kubernetes. Va aller interroger l'API Kubernetes pour savoir, voilà, tel IP c'est quel pod, tel IP c'est tel service, etc. Donc juste récupérer ces informations-là et créer une petite interface graphique qui vous montre ça. Pour ça, on s'appuie sur l'appli Bookinfo, si vous connaissez un peu Istio, c'est l'application qu'on utilise toujours pour les démos, parce qu'il y a des microservices avec différentes versions, dans différents langages et ainsi de suite. Et donc l'idée, ça va être de montrer un peu, de créer un graphe qui ressemble un peu à ça, on va dire, qui vous montre ces relations entre ces différents services. Quelque chose comme ça. Ok ? Mais en partant encore une fois de zéro, on est parti d'un bout de code en C, qui correspond à ma logique kernel très simple, et je veux obtenir ça. Le but, c'est pas de vous dire vous allez le faire et vous allez en production et vous allez avoir un graphe. C'est de vous montrer comment ces technologies fonctionnent et ce que vous pouvez en faire. Donc, si je continue ici, donc là je fais un check pour aller dans ma deuxième étape. Comme je vous ai dit, c'est un workshop que vous pouvez faire à la demande. Vous pouvez vous amuser vous-même, vous pouvez compiler d'autres programmes qui sont dans le... Si vous allez dans l'eBPF ici, vous pouvez voir que vous avez beaucoup de différents programmes qui font différentes choses, que ce soit au niveau réseau, au niveau fichier, et ainsi de suite. Donc là, la première chose que je vais faire, je vais déployer Bookinfo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et avec un peu de chance, il ne va pas tout me déployer sur le même nœud. Ça m'est arrivé une fois. C'était pas de bol, parce que j'ai quand même 3 nœuds. Donc là, ça va. On voit que j'ai 3 services sur le master, 1 sur le worker 1 et 2 sur le worker 2. Et donc le master, vous voyez, ici, mon shell, c'est aussi le master. Donc en fait, ma console, là, elle est sur un des nœuds Kubernetes, qui s'appelle le master. Okay, donc après, j'ai un autre nœud worker 1, un worker 2. Et le registry, vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai fait un Docker PS, mon registry, il tourne sur mon master. Okay, c'est un peu bizarre, je ne ferai pas ça en prod, mais ça me permet d'avoir tout ça ici. Et donc j'ai poussé mon image dans ce registry ici. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais déployer Prometheus. Donc juste le déploiement très basique de Prometheus via Helm. Et là où ça devient plus intéressant, je vais déployer Bumblebee. Alors, il va falloir me suivre parce que c'est un peu compliqué de comprendre les images où ça tourne pas, ce que ça fait. Donc le daemon set, en fait, il va lancer une image Docker. C'est pas l'image que j'ai poussée dans mon registry. C'est une image Docker toute simple
qui n'a qu'une seule chose, c'est la commande en ligne B. Okay, c'est celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc cette image, elle a juste ça, elle n'a rien d'autre. Et on lui dit dans les options, je veux exécuter la commande B run avec le chemin de mon image que j'ai poussé sur le registry. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est sur le master. Donc ça, c'est le nom de mon image. Hein. C'est comme une image Docker, hein, c'est format OCI. Donc là, c'est mon image tout à l'heure que j'ai poussé. Donc je vais dire, je veux faire démarrer ce programme et je veux le faire sous la forme de daemon set. Et je veux aussi exposer ce port 9091. Il s'appellera HTTP monitoring. Okay, donc ça, c'est le port qui correspond aux métriques dont j'ai parlé tout à l'heure. Je n'utilise pas l'icône. Il y a une icône pour copier directement, mais des fois, ça plante mon browser. On va éviter dans la démo. OK. Et ensuite, on va créer un pod monitor. Donc, si vous êtes familier avec Prometheus, on va créer ce pod monitor. Ça va dire à Prometheus, je veux que tu scrapes les métriques qui sont, ici, on le voit, qui correspondent au port HTTP monitoring. Donc, le fameux port que j'ai exposé juste avant dans mon daemon set. Donc, je vais créer ça. Donc là, ce qui se passe, c'est j'ai Prometheus qui scrape les métriques de mon daemon set. Donc maintenant, quand il va y avoir des communications, au fur et à mesure, dans mon Prometheus, je vais avoir les métriques qui vont bien de toutes ces communications-là. Et donc pour faire ça, je vais générer un peu de trafic. Donc là, la product page, le service product page s'appelle lui-même. Et automatiquement, ça veut dire qu'il va communiquer avec les autres services, reviews, rating, etc. Donc ça va créer des communications à travers tous ces microservices. Et je vais pouvoir finalement déployer mon autre composant qui est la petite application web qui va corréler tout ça. Okay, donc là, pour ça, je vais créer un cluster role. Ici, un cluster role binding qui va me donner les permissions sur l'API serveur au service account de mon pod que je vais déployer maintenant. Et lui, il a aussi comme information où trouver Prometheus. Ouais, c'est le endpoint Prometheus qu'il faut utiliser. Donc là, je vais juste ici. Je vais démarrer ça et du coup, si je vais ici, on voit qu'il est en train de le déployer ici sur le master. On voit les différents composants sont sur différents nœuds. On va juste attendre que ce service soit déployé. Ça a l'air d'être le cas. Et donc là, si je vais ici, on voit automatiquement que le service ici, product page, envoie des requêtes au pod. Enfin non, en réalité, ce que je fais dans la corrélation, c'est que je sais que le service, il a des labels sélecteurs qui sélectionnent ce pod. Ce que j'ai dans les métriques, c'est les pods qui communiquent avec les services. Okay, donc là, ce que j'ai dans les métriques, c'est que ce pod product page, l'IP de ce product page envoie une requête à l'IP de ce service reviews. Okay, ensuite, je sais que reviews, lui, il correspond à ces pods reviews v2, etc. Et je vois dans les métriques que ce pod communique avec ce service. Donc vraiment, j'arrive à faire tout un mapping de toutes ces communications de cette manière-là. Et on voit pour l'instant le KEBPF, qui est cette interface, il n'est pas dans la map. C'est la première fois qu'il a envoyé une requête. Il n'était pas encore dans les métriques Prometheus. Maintenant, si je rafraîchis cette page, maintenant je vais voir qu'en plus de tout ça, j'ai mon pod KEBPF ici, qui a envoyé des requêtes à Prometheus, hein, c'est ce que je lui ai demandé de faire pour récupérer les métriques, et qui a envoyé des requêtes au service Kubernetes, le Kube API Server, parce que c'est comme ça que j'ai corrélé mes données. Ok ? Donc vraiment, c'est juste, encore une fois, hein, pour vous montrer que eBPF, qu'est-ce qu'il me donne ? Il me donne des informations de très bas niveau. Source IP, destination IP. Je vais pas révolutionner grand-chose avec juste ça, mais par contre, il me permet de l'avoir de façon très simple, partout, sans avoir à avoir un CNI particulier, sans avoir à avoir des choses particulières. Je peux le faire sur différents clusters Kubernetes, de différents vendeurs, etc. Je peux très facilement récupérer cette information. Après,
il faut en extraire, faut corréler ça avec des métadatas, hein. Comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation de Red Hat, ils vont récupérer les informations sur le pod, mais aussi quel est le namespace du pod, quel est le service account du pod, etc. Et puis après, du coup, vous pouvez faire, je veux faire une vue par service account, ou par namespace, ou par cluster, etc. Mais c'est vraiment juste l'idée de ce talk. Encore une fois, c'était pas de vous dire faites-le vous-même et allez en production comme ça. Mais c'était que vous compreniez un peu là où les différentes technos. Parce que souvent, quand on a un peu eBPF, c'est magique. Enfin, eBPF c'est la couche bas niveau qui vous permet de faire des choses magiques au-dessus, on va dire. Mais c'est intéressant toujours de comprendre. Pareil, si vous voulez faire comme je vous disais, de la sécurité réseau, vous allez pouvoir le faire, mais il va falloir que vous dites à eBPF, tu vas me bloquer la communication entre tel IP et tel IP. Vous n'allez pas lui dire, tu vas me bloquer la communication entre tel pod et tel service. C'est à vous de faire la logique. Je veux que l'utilisateur crée des règles qui correspondent à des pods et des services. Automatiquement je vais corréler avec des IP, mais ça veut dire aussi qu'il faut que je fasse attention, parce que si un pod redémarre et que du coup l'IP change et que l'IP elle est réutilisée par un autre pod, là il faut que je fasse gaffe. C'est-à-dire que vous voyez, en termes d'application de sécurité, il y a aussi des choses derrière à mettre en œuvre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous le disais, on a ah oui, juste une chose que je ne vous ai pas mentionné. Là, actuellement, dans le projet, vous utilisez Bumblebee pour créer une image. Ce qu'on fait là, c'est qu'on crée un opérateur où vous allez pouvoir en fait avoir plein de kernels, plein de programmes kernels qui vont être dans le même daemon set, pour faire simple. Okay, donc ça voudrait dire que si vous voulez faire un qui va récupérer des informations sur TCP, un autre sur les files, un autre sur ceci, plutôt que d'avoir créé plein de daemon sets différents, vous pourriez les avoir tous ensemble. Il y a d'autres choses qu'on fait, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez communiquer avec nous chez Solo, le plus simple, c'est notre Slack. On est sur Slack tout le temps, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et comme je vous disais, hein, en ligne, vous avez cette version du workshop. On a aussi créé une version 2 de celui-là, donc la suite où vous voulez aller plus dans les détails de la partie développement. On ne l'a pas encore mis on demand, mais on le fait déjà en instructeur. Et on le mettra en demand bientôt. Vous avez 3 versions d'Istio, vous avez sur Ambient Mesh, vous avez un workshop Ambient Mesh si vous voulez jouer avec, etc. Un workshop Envoy, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à aller là-bas et à vous former sur ces différentes technos. J'espère que le talk vous a plu. Et si vous avez des questions, on a encore un peu de temps et après on sera bon pour le déj. Est-ce qu'il y a des questions? Une petite question. Ouais. Par rapport au kernel, comment on gère est-ce qu'il y a une intercompatibilité entre tous les kernels quand tu injectes l'IDE? C'est surtout, il y a des versions minimales. Selon ce qu'on fait, on peut avoir des versions différentes. On va dire que si je veux faire un programme eBPF et je veux le mettre dans une entreprise de taille assez importante, il y a très peu de chances que vous puissiez le mettre dans beaucoup de machines, quoi. Je crois que la plupart des choses, il faut au moins le kernel 5.5 ou ce genre de choses. Donc voilà. Après, on peut compiler des choses d'une manière à ce que ça puisse aller même dans des kernels un peu plus vieux si j'ai pas besoin de toutes les fonctionnalités. Mais c'est vrai que c'est plus sur des kernels modernes. C'est pour ça aussi, mais même ne serait-ce que sur des projets, par exemple EKS. Là, j'ai tout fait avec Kind. Mais quand je faisais ma démo avec EKS, c'était il y a 6 mois ou 9 mois, il a fallu que je crée ma propre image Linux pour EKS parce qu'il n'y avait pas d'image assez moderne pour avoir un kernel ne serait-ce qu'en 5.5. Donc voilà, ça veut dire que c'est pas non plus... voilà, je peux pas faire... Soit je me limite dans ce que je peux faire, soit je le fais sur des kernels modernes. Donc c'est pour ça que les cas d'usage Kubernetes s'y portent bien, parce que c'est quand même plus facile d'aller vers des images modernes sur des clusters cubes, même si on n'y est pas encore. Par exemple, on va pouvoir prévoir un upgrade et faire ça assez simplement. Si vous devez faire un programme que vous allez faire tourner dans tous vos VM Linux de votre société, je pense que c'est pas très réaliste, quoi. Vous allez avoir du mal à upgrader des dizaines ou des centaines de machines Linux qui peuvent être des fois dans des noyaux très très vieux, quoi. Ouais. Les principales limitations de BPF, c'est quoi en termes de programmation d'API? Alors déjà, c'est la taille. La taille du programme dans le kernel, elle est très très petite. Je crois que plus les kernels évoluent, plus ils font un peu grossir cette taille, mais c'est aussi c'est le but, hein. C'est aussi que ça réagit à des events. Donc le kernel lui-même,
il n'y a jamais de corrélation entre une chose et une autre en fait. C'est-à-dire que chaque fois il y a un événement, ça déclenche cette fonction. Maintenant les limitations, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est de faire des choses vraiment très très simples. C'est-à-dire je vais récupérer des informations au très bas niveau, je vais rediriger, par exemple un trafic d'une interface à une autre, je vais faire ce genre de choses. Après, c'est le User Space Program qui va faire la partie plus intelligente. Pareil, le User Space Program, il ne faut pas non plus qu'il fasse des choses démentes, parce que au bout d'un moment, s'il a besoin de récupérer beaucoup d'infos du programme, c'est-à-dire que du coup, ce User Space Program ne devient pas très performant non plus. Et pareil, en fait, le kernel, il se protège. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, s'il n'est pas capable de traiter toutes les informations, il y a des informations que vous n'aurez pas. C'est-à-dire que pour se protéger, si ça va ralentir, si ce que vous essayez de faire ralentit le système parce qu'il y a beaucoup de requêtes par exemple, et il n'est pas capable de mettre à jour la map, d'exécuter la fonction sans avoir de dégradation, il va juste bypasser le truc complètement. Donc vous ne pouvez pas avoir une garantie non plus à 100% que sous une grande charge, toutes les informations, voilà. Sur l'observabilité, c'est un bon use case, c'est pas grave, si vous avez 3 paquets, vous n'avez pas l'information, c'est pas non plus général critique, on va dire. Mais voilà, c'est fait vraiment, il faut que la logique du programme dans le kernel soit relativement simple. Et dans le user space, c'est pareil, il ne faut pas non plus s'amuser à récupérer toutes les infos de tout le paquet réseau qui est là, parce que sinon ça n'a plus vraiment d'intérêt, quoi. Vous n'allez pas être scalable et vous n'allez pas... Est-ce qu'un programme BPF peut accéder à toutes les API internes du noyau? Alors, il n'y a pas d'effectivement, c'est aussi un autre problématique, c'est les termes de sécurité et ce genre de choses. Et là, c'est encore assez balbutiant, quoi. C'est encore le début de tout ce qui peut être fait. En termes de est-ce que je peux autoriser, on n'en est pas encore, de ce que je sais, hein, à être capable de dire je veux autoriser eBPF dans mon noyau à seulement s'attacher à ce caprobe particulier, par exemple. Mais c'est limité au caprobe. Non, c'est pas limité aujourd'hui. Il faut avoir des accès privilèges pour pouvoir faire tourner ce programme. Et il n'y a pas de limitation sur où est-ce que je peux m'attacher. Je peux m'attacher n'importe où en fait. C'est pour ça que je disais, j'en revenais un peu à... faut être pragmatique. On va pas laisser les gens dans une entreprise créer leur propre code de BPF, puisqu'ils pourraient faire beaucoup de bêtises, je vais être poli, et personne pourrait... ce serait compliqué de vérifier, d'auditer tout ce que tout le monde fait. C'est pour ça que c'est plus des vendeurs de logiciels, que ce soit nous, Red Hat ou d'autres, qui vont utiliser cette technologie pour créer des couches logicielles qui vont être certifiées, qui vont être testées, qui vont être validées, etc. C'est plus dans ce domaine-là que eBPF va être utilisé. Comme aujourd'hui, très peu de gens vont développer un programme en C d'eux-mêmes, mais vont peut-être acheter un logiciel en C qui a été édité par quelqu'un. Voilà, c'est ça aussi, on va pas arriver à Docker où tout le monde va créer son image et voilà. C'est pas le futur des BPF, quoi. Ouais. Ouais, quand tu utilisais les BCC Tools, à l'époque, comme tu compilais à la volée, tu pouvais rajouter des filtres dans ton code C pour restreindre ton truc. Tu peux le faire là avec ça, ou à partir du moment où tu es connecté sur un caprop, tu chopes tout. Bah, tu chopes tout, mais t'es pas obligé de tout mettre dans une map. Ouais. Ah, t'es pas obligé de la mettre dans une map. Ouais, c'est ça en fait. Comment tu fais pour décider de ce que tu mets dans la map? Tu mets dans ta logique de ton code, en fait, tu peux dire, du coup, je récupère par exemple, si je prends le cas du... Je sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais si je monte juste... Ouais. En fait, si on regarde dans le code, il y avait le début de ma fonction qui était attachée au caprop. J'obtenais l'IP source, j'obtenais l'IP destination, etc. dans mon code, et après je l'ajoutais dans la map. Je pouvais dire if IP commence par 10, je sais pas quoi, je l'ajoute pas dans la map. Mais c'est-à-dire que le user programme, lui, comme il peut aussi envoyer des informations au kernel programme, il peut lui dire pendant le runtime, ah bah maintenant je veux que tu m'envoies les informations seulement quand l'IP source c'est tel IP. Ah, tu peux communiquer entre les C'est bidirectionnel en fait. Ok, parce que ce que tu peux pas faire avec les BCC Tools, par exemple. C'est difficile de le dire. En fait, Avec BCC tu pouvais aussi, hein. Tu pouvais faire la même chose. Hein. Si par exemple tu veux dire je veux monitorer les appels de capability sur un pic particulier, Tu peux. truc, tu peux lui Ouais. dire ok, Ouais. tu te fixes. Du coup, ça peut être un cas d'usage, par exemple, si vous voulez faire de l'observabilité très bas niveau
mais vous voulez pas le faire tout le temps parce qu'il y a beaucoup de trafic, vous pouvez dire bah voilà, le programme tourne tout le temps, il fait rien de base, mais je lui passe l'information. Maintenant, je veux avoir des informations sur tel PID, et là, il va automatiquement. Alors, est-ce que c'est intéressant ou est-ce qu'il vaut mieux juste le démarrer au moment où vous avez besoin? Ça dépend, mais en tout cas, c'est possible, quoi. Et même, vous pouvez avoir des maps peuvent aussi communiquer entre programmes. Ok. Et le footprint d'une map, du coup, là, ça grossit en termes de mémoire ou... Bah, c'est pareil, il y a des limitations en termes de nombre effectivement d'allocations, c'est ça. Et quand tu fais une requête, sur le endpoint metrics là, de Prometheus, est-ce que ça clear le contenu des maps? Alors, non, après, c'est pareil. En fait, il y a différents types de maps. Je vais pas rentrer dans le truc. Il y a ce qu'on appelle ring buffer ou hash map. Il y en a qui sont automatiquement vidés quand je les consomme. Et il y en a qui gardent. Donc, sur un counter, souvent, je vais faire un hash map qui va garder parce que je veux à chaque fois la dernière valeur. Par contre, si je sais pas un counter, mais si c'est juste toutes les infos une par une, je vais préférer un buffer qui va, du coup, à chaque fois que je le consomme, c'est disparu du... Ok. Ouais. Merci. En parlant de maps, est-ce que tu sais si les programmes BPF appuient sur la stack ou ils font l'équivalent d'un Camalloc dans le noyau? Je pourrais pas rentrer dans ça. Là, c'est trop pour moi, là. Désolé. Merci à tous, bon appétit. Merci.